Une pauvre fillette de 8 ans chantait en nettoyant la Mustang d'un millionnaire. Quand il l'a entendue, il s'est mis à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le strident bourdonnement du réveil déchire le silence de l'aube dans le minuscule appartement de Sophie Miller, à Bridgeport. À 8 ans, la plupart des enfants rêvent de dessins animés et d'aventures sur les terrains de jeu, mais les petites mains de Sophie attrapent déjà le carnet usé sur sa table de nuit, où elle note tout, liste de courses, horaire des médicaments et la pile grandissante de factures d'hôpital. 2 semaines. C'est le temps que grand-mère Martha a passé à l'hôpital, luttant contre une pneumonie qui refuse de la lâcher. Les médecins disent qu'elle est stable, mais stable ne paie pas les médicaments que l'assurance ne couvre pas. Stable n'explique pas pourquoi une femme de 67 ans, qui a passé sa vie entière à soigner les autres en tant qu'infirmière, gît maintenant, connectée à des machines, paraissant si petite et fragile. Sophie se brosse les dents avec une efficacité rodée, tresse ses cheveux châtain clair comme Martha le lui a appris, et vérifie la météo par la fenêtre de leur cuisine exiguë. Des nuages de pluie s'amoncellent, ce qui signifie que davantage de voitures auront besoin d'un nettoyage de pare-brise aujourd'hui, davantage d'occasions de gagner l'argent dont elles ont désespérément besoin. À une quinzaine de kilomètres de là, dans le silence immaculé de Westlake Hills, James Reynolds s'éveille dans un lit king size qui ressemble à un océan de solitude. À 42 ans, il a bâti un empire dans la promotion immobilière, transformant des terrains vagues en centres commerciaux et en complexes d'appartements qui génèrent des millions. Son manoir surplombe la ville tel un monument à la réussite, mais le succès a un goût amer quand il n'y a personne avec qui le partager. La routine matinale est toujours la même. Café d'une machine sophistiquée qui prépare un expresso parfait pour une personne, rapports financiers étalés sur une table en acajou qui pourrait accueillir 12 convives mais ne le fait jamais. Les chiffres sont impressionnants, encore un trimestre de profit record, mais James y jette à peine un coup d'œil. Par la fenêtre, il observe Peter, son chauffeur de longue date, lustrant avec amour la Mustang rouge cerise de 1968 dans l'allée. C'est l'un des rares biens auxquels James tient vraiment, un rappel des temps plus simples où Elizabeth et lui parcouraient la campagne en planifiant leur avenir ensemble, avant que l'accident n'emporte tout. 7 ans. 7 ans depuis l'accident qui a tué sa femme et sa fille, ne lui laissant que de l'argent dont il ne veut pas et un cœur qui a oublié comment battre correctement. Il a essayé la thérapie, les voyages, s'est noyé dans le travail. Rien ne comble le vide laissé par sa famille. Alors que Sophie compte les quelques dollars de sa tirelire, calculant combien de voitures elle devra nettoyer pour payer la prochaine ordonnance de Martha, James fixe une photo encadrée sur son bureau. Le sourire radieux d'Elizabeth, ses bras enroulant bébé Emily. La photo a été prise quelques semaines seulement avant leur mort, à l'époque où James croyait encore aux fins heureuses. Ni Sophie ni James ne savent que dans quelques heures, leurs mondes séparés entreront en collision à un feu rouge sur la 4e rue. Aucun d'eux ne sait qu'un simple acte de gentillesse déclenchera une chaîne d'événements qui pulvérisera tout ce qu'ils croient savoir sur la perte, l'amour et l'improbable possibilité que certains miracles méritent d'attendre 7 ans pour se manifester. La pluie commence à tomber, et 2 cœurs solitaires se préparent à affronter un autre jour, ignorant que le destin met déjà les pièces en place pour la rencontre la plus importante de leur vie. L'orage d'été s'abat sur Bridgeport avec violence en début d'après-midi, transformant les rues en rivières et poussant la plupart des gens à chercher un abri. Mais Sophie Miller n'a pas le luxe d'attendre une accalmie. Les médicaments de Martha coûtent 247 $, et elle a exactement 31 $ d'économisés dans sa tirelire. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle doit travailler. Elle attrape la raclette que Martha lui a achetée le mois dernier et le vaporisateur rempli d'eau savonneuse. « Je serai prudente, grand-mère », murmure-t-elle à l'appartement vide, comme si Martha pouvait l'entendre depuis son lit d'hôpital, à 15 minutes de là. Pendant ce temps, James Reynolds est assis dans son fauteuil de bureau en cuir, 40 étages au-dessus de la ville, observant le même orage à travers des baies vitrées. La réunion avec le groupe Riverside Development s'est terminée il y a 1 heure, et leur rejet le pique encore. Non pas à cause de l'argent, il en a largement assez, mais parce que le projet de logements sociaux de Bridgeport était le premier depuis des années qui signifiait réellement quelque chose pour lui. Les logements abordables ne génèrent pas des rendements adéquats, M. Reynolds avait dit leur investisseur principal en faisant glisser la proposition sur la table de conférence vernie. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur des projets qui correspondent à vos succès éprouvés. Ces succès éprouvés, des copropriétés de luxe et des centres commerciaux qui excluent les familles comme celles avec lesquelles Elizabeth faisait du bénévolat au centre communautaire. Des projets qui rapportent de l'argent, mais ne changent rien. Peter frappe doucement à la porte. « Prêt à rentrer, monsieur ?»
La circulation va être infernale avec ce temps. James acquiesce, rassemblant ses affaires. La Mustang rouge attend dans le garage privé, une touche de couleur dans l'après-midi gris. Alors qu'il s'engage sur la 4e rue, la pluie martèle le pare-brise si fort que les essuie-glaces peinent à suivre. On dirait qu'on est coincé, dit Peter alors que les feux de freinage s'étirent à l'infini devant eux. C'est alors que Sophie apparaît à travers le déluge. James aperçoit une petite silhouette se déplaçant entre les voitures arrêtées, son imperméable jaune vif tel un phare de détermination. Elle approche chaque véhicule avec un sourire, bien que trempé jusqu'aux os. La plupart des conducteurs lui font signe de s'éloigner, mais quelques-uns baissent leurs vitres et la laissent travailler. Elle atteint leur voiture et tapote doucement la vitre passager. James hésite, il n'a jamais rien acheté à des vendeurs de rue, mais quelque chose dans sa persévérance par ce temps le pousse à acquiescer. Alors que Sophie commence à nettoyer le pare-brise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle se met à chanter. La mélodie flotte à travers la pluie, douce mais claire, et le sang de James se glace. C'est impossible. La chanson qu'elle fredonne, ses notes exactes, cette progression envoûtante, c'est Sweet Little Dreamer, la berceuse qu'Elizabeth avait composée pour Emily durant ces précieuses nuits où leur fille ne parvenait pas à dormir. Elizabeth l'avait écrite en secret, ne l'enregistrant jamais, ne la partageant avec personne sauf James. Elle la chantait en berçant Emily pour l'endormir, sa voix portant amour et promesse de doux rêves. C'était le trésor privé de leur famille, enterré avec Elizabeth et Emily il y a 7 ans. Pourtant, cet enfant se tient là, chantant leur chanson sous la pluie, comme si Elizabeth elle-même l'avait envoyé de l'au-delà. Les mains de James agrippent si fort le volant que ses jointures blanchissent. Son cœur martèle contre ses côtes alors que l'incroyable mélodie continue, note pour note, exactement comme Elizabeth la chantait. Qui est cet enfant, et comment connaît-elle la seule chanson capable de ramener les morts à la vie? Le souffle de James se coupe dans sa gorge alors que la mélodie continue. À travers la vitre striée de pluie, il étudie plus attentivement le visage de l'enfant, son esprit d'homme d'affaires cataloguant les détails tandis que son cœur de père hurle d'impossibles possibilités. La chanson n'est pas la seule chose qui fige son monde. Ses yeux. Même à travers l'orage et les gouttelettes d'eau sur la vitre, James peut les voir clairement, un bleu-vert saisissant, presque turquoise. Mais ce n'est pas seulement la couleur qui lui serre la poitrine. Dans son œil droit, il y a une petite tache brune, comme une minuscule île dans un océan de bleu. L'hétérochromie, une maladie génétique rare qui affecte moins de 1% de la population. La même particularité qu'avait Emily. James se souvient du pédiatre l'expliquant lors du bilan des 6 mois d'Emily. C'est totalement inoffensif, avait dit le docteur Martinez, et plutôt magnifique en fait. Elle recevra probablement beaucoup de compliments sur ses yeux uniques en grandissant. Emily n'a jamais eu la chance de grandir. Du moins, c'est ce que James avait cru pendant 7 ans. La fillette finit de nettoyer leur pare-brise avec une efficacité rodée, et James cherche son portefeuille en tâtonnant. Ses mains tremblent si fort qu'il peine à sortir les billets. Peter le regarde dans le rétroviseur, inquiet. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» James l'ignore, baissant la vitre alors que la fillette s'approche pour être payée. La pluie trempe immédiatement son costume coûteux, mais il s'en moque. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» Sa voix semble étranglée, désespérée. La fillette sourit, essuyant la pluie de son visage. « Sophie, monsieur. Sophie Ann Miller. Sophie Ann Miller. » Sam les mêmes initiales qu'Elizabeth avait choisies pour leur fille, Sarah Amelia Reynolds, un prénom dont ils avaient débattu pendant des mois avant la naissance d'Emily, optant finalement pour Emily Grace. Mais Elizabeth avait toujours dit que si elles avaient une autre fille, ce serait Sarah Amelia. « Quel âge as-tu, Sophie ?»« 8 ans, monsieur. J'aurai 9 ans en juin. » 8 ans. Exactement l'âge que Emily aurait maintenant. L'esprit de James s'emballe, calculant des mathématiques impossibles. Emily avait 4 mois lorsqu'elle est supposément morte en octobre 2017. Si elle avait survécu, si d'une manière ou d'une autre Elizabeth avait simulé leur mort, Emily aurait 8 ans en ce moment. Elle aurait exactement l'âge de Sophie. Les similitudes s'accumulent comme des preuves dans une affaire judiciaire que son cœur est désespéré de gagner, mais que son esprit refuse de croire. La chanson, les yeux, l'âge, les initiales. Chaque détail, pris isolément, pourrait être une coïncidence, mais ensemble, ils forment un schéma qui défie la logique. « Tiens, » dit James, la voix rauque. Il lui tend un billet de $100 au lieu des 5 ou 10 habituels que la plupart des gens donnent. « Garde la monnaie. » Les yeux de Sophie s'écarquillent,
des yeux qui ressemblent tellement à ceux qu'il voyait chaque matin dans le berceau d'Emily. Vous êtes sûr, monsieur? C'est beaucoup d'argent. J'en suis sûr, Sophie. Est-ce que tu travailles souvent à ce coin de rue? Généralement après l'école et les week-ends, quand j'ai besoin d'argent pour. Elle s'interrompt, réalisant peut-être qu'elle ne devrait pas partager ses difficultés familiales avec des étrangers. Pourrais-tu revenir demain? Même heure? Sophie hoche la tête avec enthousiasme, serrant le billet comme si c'était un ticket de loterie gagnant. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors qu'elle se dirige vers la voiture suivante, fredonnant toujours cette chanson impossible, James remonte la vitre et s'affaisse sur son siège. Peter démarre dès que la circulation reprend, mais James remarque à peine qu'ils avancent. Son corps entier tremble. 7 ans de deuil, 7 ans à croire sa famille disparue à jamais, et maintenant, cet enfant apparaît comme un fantôme de chair et de sang, portant la chanson secrète d'Elizabeth et les yeux uniques d'Emily. C'est impossible. Les enfants ne reviennent pas d'entre les morts. Les familles n'ont pas de seconde chance après des accidents de voiture mortels. Mais alors qu'il traverse l'orage en direction de son manoir vide, James ne peut se défaire du sentiment qu'il vient de rencontrer sa fille pour la 2e fois de sa vie. James ne dort pas cette nuit-là. Il arpente son manoir comme un animal en cage, rejouant chaque seconde de la rencontre avec Sophie. À l'aube, il a pris une décision qui aurait semblé insensée 24 heures plus tôt. Il appelle Rebecca Winters. Rebecca retrouve des personnes disparues depuis 25 ans, avec un taux de réussite qui frise le miraculeux. À 52 ans, elle a vu tous les types d'affaires imaginables, adolescents en fugue, enfants enlevés, adultes volatilisés. Mais quand James Reynolds l'appelle à 6 heures du matin pour lui demander d'enquêter sur la possibilité qu'un enfant décédé soit en réalité vivant, même elle hausse un sourcil. « Monsieur Reynolds, je comprends que vous avez subi une perte terrible », dit Rebecca avec précaution lors de leur rencontre à son bureau du centre-ville. Parfois, le chagrin peut nous faire voir des liens qui n'existent pas réellement. James fait glisser un dossier sur son bureau. À l'intérieur, des photos d'Emily bébé, des dossiers médicaux et une clé USB contenant un enregistrement d'Elizabeth chantant Sweet Little Dreamer. Je veux que vous enquêtiez sur une enfant nommée Sophie Ann Miller, 8 ans, qui vit à Bridgeport avec sa grand-mère, Martha Miller. J'ai des raisons de croire qu'elle pourrait être ma fille. Rebecca étudie les photos, son expression passant du scepticisme à l'intrigue. Ce sont des marqueurs génétiques très spécifiques, admet-elle en examinant des gros plans de l'hétérochromie d'Emily. Donnez-moi 48 heures. Rebecca commence par l'hôpital Saint-Luc, où Martha Miller est hospitalisée depuis 2 semaines. Utilisant ses accréditations d'enquêtrice privée et les contacts noués au fil de décennies dans les forces de l'ordre, elle accède aux dossiers administratifs. Martha Miller, 67 ans, infirmière à la retraite, pas d'enfant biologique, mais devenue tutrice légale de Sophie Ann Miller en janvier 2018. La date fait bondir le pouls de Rebecca. C'est exactement 3 mois après l'accident de voiture de la famille Reynolds. Mais ce sont les dossiers médicaux de Sophie qui poussent Rebecca à prendre son téléphone pour appeler James immédiatement. « Monsieur Reynolds, vous devez vous asseoir », dit-elle quand il répond. Sophie Miller est de groupe sanguin AB négatif. C'est moins de 1% de la population. Le souffle coupé de James lui indique qu'il comprend la signification. Emily était AB négatif, murmure-t-il. Il y a plus. J'ai réussi à photographier les carnets de vaccination de Sophie lors de ma visite. Les schémas cicatriciels de ces vaccinations infantiles correspondent au calendrier et au type qui serait cohérent avec un enfant né en septembre 2016. Le mois de naissance d'Emily. Rebecca continue, la voix assurée malgré l'ampleur de ce qu'elle découvre. Martha Miller a travaillé comme infirmière pédiatrique à Saint-Luc jusqu'à sa retraite en décembre 2017. Elle aurait eu accès à du matériel médical, des fournitures, voire des dossiers. Si quelqu'un voulait créer une nouvelle identité pour un enfant, elle aurait pu le faire. Les papiers de tutelle montrent que Sophie avait environ 14 mois lorsque Martha en a obtenu la garde, termine James. Monsieur Reynolds, si votre fille a survécu à cet accident, elle aurait eu 14 mois en janvier 2018. James serre si fort le téléphone qu'il craque. Et Martha? Avez-vous pu lui parler? Elle a été sous sédatif la plupart du temps où je l'ai observée. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur sa table de chevet. Il y a une petite boîte à musique. Quand je l'ai remontée, elle jouait une berceuse. J'ai fredonné en même temps et je l'ai enregistrée. Rebecca envoie le fichier audio sur le téléphone de James. Quand il l'écoute, ses genoux manquent de céder. C'est Sweet Little Dreamer,
note pour note, exactement comme Elisabeth la chantait. Rebecca, dit James, la voix brisée, je pense que ma femme n'a pas seulement sauvé notre fille de cet accident de voiture. Je pense qu'elle l'a sauvée de celui ou ceux qui ont essayé de nous tuer. L'enquête ne fait que commencer, mais déjà, l'impossible commence à ressembler à la vérité. James troque la distinctive Mustang rouge pour sa berline noire, espérant se fondre dans le décor lorsqu'il retourne sur la 4e rue l'après-midi suivant. Mais quand Sophie l'aperçoit à travers la légère bruine, son visage s'illumine d'une reconnaissance qui fait bondir son cœur. « Vous êtes revenu » s'écrie-t-elle en courant vers sa voiture avec son matériel de nettoyage. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. »« Je tiens mes promesses » dit James en baissant la vitre. De près, sous une meilleure lumière, la ressemblance avec Emily est encore plus frappante. La forme de son nez, la façon dont elle incline la tête quand elle sourit, c'est comme regarder des films de famille d'une fille qu'il pensait avoir enterrée. L'énergie habituellement vive de Sophie semble atténuée aujourd'hui. « Est-ce que tout va bien ?» demande James. Grand-mère Martha a empiré cette nuit. Les médecins disent qu'elle a besoin d'un autre médicament, mais il coûte 400 $ et l'assurance ne veut pas. La voix de Sophie s'éteint, se souvenant probablement qu'elle ne devrait pas partager les problèmes familiaux avec des étrangers. James prend une décision qui le surprend lui-même. « Sophie, voudrais-tu que je t'aide ? Peut-être pourrions-nous rendre visite à ta grand-mère ensemble ?» La suggestion reste en suspens un moment. Sophie étudie son visage avec une intensité qui lui rappelle Elisabeth évaluant la sincérité des gens. « Vous feriez vraiment ça ? Vous ne nous connaissez même pas. » Parfois, aider quelqu'un ne nécessite pas de le connaître depuis longtemps, dit James doucement. Cela nécessite juste de savoir qu'il a besoin d'aide. 1 heure plus tard, il parcourt les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Luc. Sophie ouvre la marche jusqu'à la chambre 412, où Martha Miller gît, connectée à des tubes à oxygène, paraissant bien plus âgée que ses 67 ans. Elle dort beaucoup à cause des médicaments, murmure Sophie en tirant une chaise près du lit. Mais je pense qu'elle peut nous entendre. L'infirmière Suzanne, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, entre pour vérifier les constantes de Martha. « Vous devez être l'amie de Sophie, dit-elle à James. « Martha parle constamment de toi, ma puce, dit-elle à Sophie. Comment elle t'a trouvé, comme un ange apparu à la porte de son appartement. Le pouls de James s'accélère. L'a trouvé ? Il y a 3 ans, n'est-ce pas, Sophie ? Martha a toujours dit que c'était comme une intervention divine. Un bambin, seul dans le couloir de son immeuble, effrayé, ne parlant que quelques mots. Personne ne savait d'où elle venait. Alors que Suzanne part, Sophie se met à fredonner doucement, la même mélodie envoûtante que la veille. Mais maintenant, James remarque quelque chose de crucial. Elle ne connaît que des fragments, des parties de couplets, des morceaux du refrain, mais pas la chanson complète qu'Elisabeth chantait. « Ma maman me chantait ça », dit Sophie doucement. « Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, mais je me souviens de cette chanson. Parfois, j'en rêve, et quand je me réveille, j'essaie de me souvenir de plus de morceaux. » La gorge de James se serre. Si Sophie est Emily, ce ne sont pas des souvenirs retrouvés, ce sont les derniers échos de l'amour d'une mère, préservés dans le subconscient d'un enfant. Tu te souviens d'autre chose à propos de ta maman ? Sophie ferme les yeux, se concentrant. Elle avait de jolis cheveux, et elle sentait toujours les fleurs, et elle avait peur de quelque chose. Je me souviens qu'elle pleurait parfois, mais essayait de le cacher. Les pièces du puzzle se mettent en place, mais James sait qu'il a besoin de plus que des fragments et des sentiments. Il a besoin de preuves. Les yeux de Martha s'ouvrent en papillonnant juste au moment où Sophie sort acheter des sodas au distributeur automatique. Un instant, elle semble désorientée, mais lorsque son regard se pose sur James, son expression s'aiguise avec une clarté surprenante. « James Reynolds », murmure-t-elle, sa voix faible mais assurée. « Je me demandais si vous finiriez par nous trouver. » Le sang de James se glace. « Vous savez qui je suis ?» Martha lutte pour s'asseoir, ses mains ridées tremblant. « Elisabeth m'a montré votre photo une centaine de fois. Elle vous aimait tellement, James. Même quand elle était terrifiée, même quand elle pensait que vous pourriez être mort aussi, elle n'a jamais cessé de vous aimer. » De quoi parlez-vous ? Elisabeth est morte il y a 7 ans. Non. La voix de Martha se raffermit. Elisabeth est morte il y a 4 ans. Le 15 février 2022. Anévrisme cérébral. Totalement soudain. Des larmes coulent sur ses joues, mais elle a vécu assez longtemps pour voir Sophie en sécurité, pour savoir que sa fille survivrait. James s'agrippe à la barrière du lit pour se stabiliser.
C'est impossible. J'ai identifié leur corps. Je les ai enterrés. Martha glisse une main tremblante sous son oreiller et en sort une petite clé. Derrière ma commode, à la maison, il y a une boîte inifugée. Elisabeth m'a fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, si jamais vous trouviez Sophie, je vous la donnerais. Martha, que dites-vous? L'accident de voiture n'était pas un accident, James. Quelqu'un a essayé de tuer votre famille. Elisabeth l'a compris, juste à temps. La voix de Martha tombe à un murmure urgent. Elle avait quelques minutes pour décider, faire confiance à la police, qui pouvait être compromise, ou disparaître avec Emily jusqu'à ce qu'elle puisse découvrir qui voulait votre mort. L'esprit de James vacille. Les corps à la morgue? Elisabeth était infirmière. Elle connaissait des gens, avait des relations. Je ne connais pas tous les détails, mais elle s'est débrouillée. A créé des certificats de décès, des dossiers dentaires. Elle se cachait dans mon appartement, se remettant des blessures de l'accident. De vraies blessures, James. Elle a à peine survécu. Et Emily? Sophie? Emily est devenue Sophie. Nouveau certificat de naissance, nouveaux dossiers médicaux. Elisabeth était ma cousine au 2e degré, assez éloignée pour que personne ne fasse le lien, assez proche pour que je l'aide sans poser de questions. Martha lui serre la main avec une force surprenante. Elle a passé 4 ans à enquêter, à essayer de trouver des preuves de qui avait tenté de vous tuer. Elle était sur le point d'y arriver quand l'anévrisme l'a emportée. Le rire de Sophie résonne depuis le couloir alors qu'elle discute avec un autre patient. Les yeux de Martha s'emplissent de nouvelles larmes. Cet enfant ne sait rien de tout cela. Elisabeth voulait lui dire quand elle serait plus âgée, voulait réunir votre famille correctement, mais ensuite. La voix de Martha se brise. Je suis la grand-mère de Sophie depuis 4 ans. Je l'aime comme si elle était mon propre sang. Mais James, c'est votre fille. Elle a votre entêtement, le cœur d'Elisabeth, et une force qui vient du fait d'avoir survécu à l'impossible. James fixe Martha, assimilant des révélations qui réécrivent tout ce qu'il croyait savoir des 7 dernières années. La boîte. Martha, qu'y a-t-il dans la boîte d'Elisabeth? Tout. Des lettres pour vous, pour Sophie. Des preuves sur qui a essayé de vous tuer. La vérité sur pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Sophie apparaît dans l'embrasure de la porte avec 3 sodas, leur souriant à tous les deux, ignorant que son monde est sur le point de changer à jamais. 3 jours plus tard, Rebecca Winter s'est assise en face de James dans son bureau, un dossier manille épais de preuves étalé entre eux. La boîte inifugée de Martha avait livré des trésors et des terreurs en égale mesure. Les notes d'enquête détaillées d'Elisabeth, des relevés bancaires et une clé USB contenant des enregistrements de caméras de sécurité qui auraient dû être détruits des années auparavant. Victor Harrington, dit Rebecca en faisant glisser une photographie sur la table. Votre ancien partenaire commercial est l'homme qui a tenté d'assassiner votre famille. James fixe le visage familier, quelqu'un en qui il avait eu confiance, quelqu'un qu'il avait considéré comme un ami. Victor? C'est impossible. Il m'a aidé pendant les funérailles, il a maintenu l'entreprise à flot quand je ne pouvais plus fonctionner. Ce qui lui a donné un accès parfait à tout. Regardez ses virements bancaires. Rebecca désigne des transactions surlignées. 3 semaines avant l'accident de votre famille, Victor a transféré 24 millions de dollars de votre compte commun de développement Riverside vers une société écran offshore. De l'argent qui était censé financer le projet de logement de Bridgeport. La pièce tourne alors que James encaisse la trahison. Il a volé le projet auquel Elisabeth tenait le plus. Il y a plus. Victor a souscrit une police d'assurance vie de 10 millions de dollars sur vous, juste 3 mois avant l'accident. Il est désigné comme bénéficiaire en cas de votre décès lors d'un incident lié aux affaires. Rebecca lui tend un petit appareil qui ressemble à une montre de luxe. Ceci enregistre tout dans un rayon de 6 mètres. Nous avons besoin que Victor avoue. Les notes d'Elisabeth montrent qu'elle était sur le point de le démasquer quand elle est morte. Nous pouvons finir ce qu'elle a commencé. 2 heures plus tard, James entre dans la rutilante Harrington Tower, le cœur battant la chamade mais la résolution intacte. Le bureau d'angle de Victor, au 45e étage, surplombe la ville comme un roi contemplant son territoire conquis. James. Victor se lève avec une chaleur étudiée, le même sourire qui avait trompé James pendant des années. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu penses toujours à ce projet de Bridgeport? En fait, je voulais te remercier, Victor, pour tout ce que tu as fait après la mort d'Elisabeth et Emily. Le sourire de Victor vacille légèrement. Bien sûr. Nous étions partenaires. Amis. L'étions-nous?
James active l'enregistreur. Parce que je me suis posé des questions sur quelque chose. La défaillance des freins qui a tué ma famille, un timing plutôt pratique, n'est-ce pas? Le masque tombe complètement du visage de Victor. Que insinues-tu? Je n'insinue rien. Je demande directement. As-tu saboté ma voiture? Un silence emplit le bureau un instant. Puis Victor rit, un rire froid, dépourvu d'humour. Après 7 ans, tu chasses encore les fantômes, James. Tu dois passer à autre chose. Comme tu es passé à autre chose avec mes projets, mes clients, mon entreprise. Les yeux de Victor se rétrécissent. J'ai sauvé cette entreprise pendant que tu te noyais dans le chagrin. J'ai transformé ton projet de logement sentimental en entreprise rentable. Je nous ai rendus riches tous les deux. En volant 24 millions et en assassinant ma famille. Meurtre? Victor se dirige vers sa fenêtre, les mains jointes derrière le dos. C'est un mot fort pour un tragique accident. Sauf que ce n'était pas un accident, n'est-ce pas, Victor? Le silence s'étire jusqu'à ce que Victor se retourne, son expression maintenant complètement glaciale. Tu veux la vérité, James? Très bien. Les freins auraient dû lâcher sur l'autoroute, pas dans cette rue résidentielle. Tu étais censé mourir avec elle. Propre, simple, rentable. Les mains de James se serrent en poing, mais il se force à rester calme. Pourquoi? Parce que tu allais gaspiller des millions pour des logements destinés à des gens qui ne pouvaient pas se payer les prix du marché. Parce que ton cœur d'artichaut allait nous mener tous les deux à la faillite. Parce que les hommes faibles comme toi ne méritent pas d'empire. Alors tu as essayé de nous tuer. Victor hausse les épaules avec une indifférence glaçante. J'ai résolu un problème commercial. Malheureusement, ta femme était plus intelligente que je ne le pensais. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'elle avait simulé leur mort. L'aveu flotte dans l'air comme un poison. James a ce pourquoi il est venu, mais le coup de l'entendre le brise presque. 7 ans, Victor. 7 ans j'ai pleuré ma famille pendant que tu comptais l'argent volé. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? James se dirige vers l'ascenseur, c'est pas assuré malgré la tempête qui fait rage en lui. Je vais finir ce qu'Elisabeth a commencé. 30 minutes plus tard, il dépose l'enregistreur sur le bureau du procureur de district, Mark Sinclair. Mark, j'ai besoin que vous écoutiez ça. Et ensuite, j'ai besoin que vous arrêtiez l'homme qui a assassiné ma famille. L'arrestation de Victor Harrington fait la une des journaux dans toute la ville, mais James remarque à peine la frénésie médiatique. Son attention est entièrement tournée vers la chambre 412 de l'hôpital Saint-Luc, où Martha est enfin assez forte pour s'asseoir et où Sophie l'aide avec des exercices de physiothérapie. 3 semaines se sont écoulées depuis les aveux de Victor, et les traitements spécialisés que James a discrètement financés fonctionnent. La pneumonie de Martha se résorbe, ses forces reviennent. Mais James peut voir les rides d'inquiétude plus profondément gravées autour de ses yeux. À 67 ans, cette frayeur l'a forcé à affronter une dure réalité. Elle ne pourra pas s'occuper de Sophie éternellement. J'ai quelque chose à vous montrer à toutes les deux, dit James en s'installant dans le fauteuil familier à côté du lit de Martha. Il sort un petit album photo, les mains tremblant légèrement alors qu'il l'ouvre à la première page. Sophie se penche, curieuse, tandis que le souffle de Martha se coupe en signe de reconnaissance. Voici Elisabeth, dit James doucement en désignant une photo de sa femme riant dans leur cuisine, de la farine sur son tablier, la joie irradiant de son visage. Elle était l'une de mes plus chères amies. Sophie étudie la photo attentivement. Elle est belle. Elle a l'air gentille. Elle était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. James tourne la page pour montrer Elisabeth dans un centre communautaire, servant des repas à des familles. Elle faisait du bénévolat à Bridgeport, aidant des familles comme la vôtre. Elle croyait que tout le monde méritait un foyer sûr et de bonnes opportunités. Martha serre doucement la main de Sophie. Elle a l'air d'être quelqu'un de spécial. Elle l'était. Et avant de mourir, elle m'a demandé de veiller sur les gens auxquels elle tenait, en particulier les enfants qui avaient besoin d'aide. James ferme l'album et les regarde directement toutes les deux. Je sais que cela peut paraître soudain, mais j'aimerais vous aider toutes les deux. Sophie incline la tête avec ce geste familier qui brise le cœur de James. Nous aider? Comment? J'ai réfléchi à votre situation. La santé de Martha, votre besoin d'un foyer stable, ton éducation. J'aimerais vous offrir un appartement dans un immeuble que je possède, appelé Cedar Gardens. C'est dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles, et il y a une clinique médicale sur place pour Martha.
Les yeux de Martha s'écarquillent. Monsieur Reynolds, nous ne pourrions jamais nous le permettre. Il n'y aurait pas de loyer, dit James rapidement. Elizabeth m'a laissé des ressources considérables, et je cherchais la bonne façon d'honorer sa mémoire. Cela me semble juste. Sophie regarde alternativement James et Martha, mesurant l'ampleur de l'offre. Vous feriez vraiment ça? Juste parce que vous étiez amis avec ma maman? Le mot « maman » frappe James comme un coup physique, mais il parvient à garder une voix stable. Ta mère a fait une forte impression sur Elizabeth. Elle parlait souvent d'elle, de son courage, de l'amour qu'elle te portait. Martha étudie attentivement James, et il peut la voir peser leurs options. La frayeur de l'hôpital lui a montré la fragilité de leur situation. S'il lui arrivait quelque chose, Sophie n'aurait nulle part où aller. L'appartement, dit Martha lentement. Il serait à nous? Pas de la charité, mais un vrai foyer? Complètement à vous. Et Sophie, il y a une excellente école primaire à proximité, Oak Ridge Elementary. Ils ont un merveilleux programme de musique. Les yeux de Sophie s'illuminent. Un programme de musique? Piano, violon, chorale? Elizabeth disait toujours que la musique était la nourriture de l'âme. Martha prend la décision qui changera tout. Sophie, qu'en penses-tu? Sophie réfléchit sérieusement, comme la petite adulte qu'elle a dû devenir. Si cela signifie que tu peux aller mieux et que nous pouvons rester ensemble, alors oui. Mais elle regarde James avec la franchise d'Elizabeth. Je veux continuer à aider les autres aussi, même si nous vivons dans un endroit agréable. James sourit, voyant le cœur généreux de sa femme perdurer chez leur fille. Je n'en attendrai pas moins. Alors qu'ils discutent des détails pratiques, le déménagement, l'inscription à l'école, la poursuite du traitement de Martha, James sent la présence d'Elizabeth dans la pièce. Ce n'est pas la réunion dont il avait rêvé, mais c'est un commencement, une chance de faire partie de la vie de Sophie pendant qu'elle apprend lentement à lui faire confiance. Encore une chose, dit Sophie alors qu'il se prépare à partir. Pourrions-nous visiter la tombe d'Elizabeth un jour? J'aimerais la remercier d'avoir eu un si bon ami. La gorge de James se serre. J'aimerais beaucoup ça, Sophie. La lumière du soleil doux filtre à travers les fenêtres de l'appartement 3B à Cedar Gardens alors que Sophie déballe ses quelques affaires dans ce qui ressemble à un palais comparé à leur ancien logement. L'unité de 2 chambres dispose d'une vraie cuisine avec un lave-vaisselle, d'un salon assez grand pour des meubles, surtout, d'un petit balcon où Martha peut s'occuper du jardin d'herbes aromatiques dont elle a toujours rêvé. Regarde, grand-mère, appelle Sophie depuis sa nouvelle chambre. Je peux voir le terrain de jeu depuis ma fenêtre. Martha, se déplaçant lentement mais régulièrement après sa convalescence, rejoint Sophie à la fenêtre. La vue montre des enfants qui jouent, des familles qui promènent des chiens, ou la vie normale dans un quartier sûr. C'est comme un rêve, ma puce. Un coup à la porte interrompt leur déballage. James se tient dans le couloir avec des sacs de course et un sourire chaleureux. Bienvenue chez vous, dit-il simplement. Au cours des 2 semaines suivantes, alors que Sophie se prépare à entrer en 3e année à Oak Ridge Elementary, une routine confortable s'installe. James vient les mardis et jeudis soirs pour le dîner, apportant toujours des courses et restant souvent pour aider Sophie avec ses devoirs. Les samedis deviennent des jours d'aventure, le musée des sciences, le jardin botanique, le théâtre pour enfants du centre-ville. Au cours de ces sorties, James découvre des détails remarquables qui renforcent sa certitude quant à l'identité de Sophie. Chez un glacier, Sophie évite automatiquement les parfums à la fraise. « Je suis allergique », explique-t-elle avec naturel. Grand-mère dit que je l'ai toujours été. Elizabeth avait la même allergie. Au musée, Sophie est attirée par l'exposition sur les mathématiques, résolvant des énigmes conçues pour des enfants bien plus âgés. Les chiffres ont juste du sens pour moi, dit-elle, faisant écho aux mots qu'Elizabeth utilisait pendant ses cours de comptabilité. Mais c'est à Oak Ridge Elementary que le don le plus extraordinaire de Sophie se révèle. Madame Thompson, la professeure de musique, découvre le talent de Sophie dès la première semaine d'école. Martha, dit-elle lors d'une réunion parents-professeurs, Sophie a l'oreille absolue. C'est incroyablement rare. A-t-elle eu une formation formelle? Juste en chantant pour elle-même, répond Martha. Elle a toujours été musicienne. Les yeux de Madame Thompson s'illuminent. Serait-elle intéressée à rejoindre notre chorale avancée? Nous préparons le concert d'hiver. Ce soir-là, Sophie sautille pratiquement d'excitation en racontant à James son cours de musique. Madame Thompson dit que j'ai un don. Elle veut m'apprendre le piano et peut-être que je pourrais jouer au concert.
Ça a l'air merveilleux, dit James, la gorge serrée par l'émotion. Elisabeth avait l'oreille absolue aussi, elle avait rêvé que Sophie hérite de ses capacités musicales. Oncle James, dit Sophie soudainement, le titre lui échappant naturellement pour la première fois. Elle ne semble pas remarquer la signification, mais James sent son cœur faire un bond. Viendras-tu à mon concert quand il aura lieu? Je ne le manquerai pour rien au monde. Alors que septembre s'installe dans la routine, James s'émerveille de la facilité avec laquelle Sophie s'est adaptée à sa nouvelle vie tout en conservant son esprit généreux. Elle organise une collecte de vêtements à l'école pour les familles de son ancien quartier. Elle insiste pour rendre visite aux résidents âgés de Cedar Gardens, chantant pour eux lors de leur après-midi social. Elle est remarquable, dit Martha à James un jeudi soir alors qu'il regarde Sophie s'entraîner au piano sur le petit clavier qu'il lui a acheté. Elisabeth serait si fière. James acquiesce, incapable de parler tant l'émotion l'étouffe. Chaque jour apporte une nouvelle preuve que cet enfant brillant, compatissant et doué pour la musique est sa fille. Mais plus que cela, il tombe amoureux de ce que Sophie est devenue, façonnée par l'éducation de Martha et le sacrifice d'Elisabeth en quelqu'un d'extraordinaire. Oncle James, dit Sophie en levant les yeux de son clavier. Penses-tu que les gens qui meurent peuvent encore entendre la musique? Je pense qu'ils peuvent entendre tout ce qui compte, répond-il sincèrement. Sophie acquiesce solennellement, puis retourne jouer une mélodie simple qui semble étrangement familière, des fragments de Sweet Little Dreamer tissés dans sa propre création. Septembre amène des soirées plus fraîches et un rythme confortable à leur famille improbable. Sophie passe les samedis après-midi au manoir de James, d'abord intimidée par sa taille, mais se l'appropriant rapidement. Elle a désigné la bibliothèque comme sa pièce préférée, se blottissant dans le fauteuil en cuir surdimensionné avec des livres pendant que James travaille à proximité. Ce samedi particulier, il travaille sur un puzzle de 1000 pièces représentant les nymphéas de Monet. Sophie a une capacité étonnante à voir les motifs, trouvant des pièces avec lesquelles James aurait lutté pendant des heures. « Oncle James, dit-elle en assemblant une section de fleurs violettes, pourquoi n'as-tu pas de photos de ta famille dans la maison ?» La question le prend au dépourvu. Il avait soigneusement retiré la plupart des photos d'Elisabeth et Emily des années auparavant, incapable de supporter les rappels constants. Parfois, les souvenirs sont trop précieux pour être exposés. Mais ne veux-tu pas te souvenir d'eux? James étudie son visage sérieux, se demandant comment expliquer le deuil à une fillette de 8 ans. Je me souviens d'eux tous les jours. Les photos ne sont pas le seul moyen de garder les gens près de son cœur. Sophie acquiesce pensivement, puis se dirige vers son bureau. Puis-je prendre à boire dans ta cuisine? Bien sûr. Mais au lieu de se diriger vers la cuisine, la curiosité l'attire vers le bureau en acajou où James conserve ses biens les plus intimes. Dans le tiroir du bas, partiellement caché sous des documents professionnels, elle trouve une petite boîte en bois avec un couvercle sculpté complexe. « Oncle James » appelle-t-elle, « qu'y a-t-il dans cette jolie boîte ?» James se fige, reconnaissant la boîte à souvenirs qu'Elisabeth lui avait offerte pour leur premier anniversaire. « Sophie, ça c'est ?» Mais elle soulève déjà le couvercle, révélant des photographies soigneusement conservées. La photo du dessus la fige sur place, un bébé avec une hétérochromie distinctive, portant un délicat bracelet en or avec un pendentif en forme d'étoile. La main de Sophie se dirige instinctivement vers son propre poignet, où un bracelet identique capte la lumière de l'après-midi. La seule chose qu'elle possède de sa mère, le seul trésor que Martha n'a jamais pu expliquer. « Oh James ?» Sa voix est à peine un murmure. « Qui est ce bébé ?» James apparaît dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Plus de dissimulation, plus de danse prudente autour de la vérité. Le moment qu'il redoutait et espérait à la fois est arrivé. « Elle s'appelait Emily, dit-il doucement. Elle était ma fille. » Sophie fixe la photo, puis son bracelet, puis de nouveau la photo. La ressemblance est indubitable. Les mêmes yeux, les mêmes traits délicats, même les mêmes cheveux fins. « Emily » répète-t-elle lentement. « Et elle est morte ?» Je le pensais. Pendant 7 ans, j'ai cru que ma fille était morte dans un accident de voiture avec sa mère. James fait un pas prudent dans la pièce. Mais Sophie, je crois que tu pourrais être Emily. Les mots flottent dans l'air comme un coup de tonnerre. Sophie laisse tomber la photo, reculant du bureau. C'est impossible. Je suis Sophie Miller. Martha est ma grand-mère. Ma maman est morte quand j'étais petite, mais elle n'était pas. La respiration de Sophie devient rapide, paniquée. Sophie, s'il te plaît, écoute. Non,
Elle passe en courant devant lui, attrapant le téléphone du comptoir de la cuisine. Ses petits doigts composent le numéro de Martha avec une vitesse rodée. « Grand-mère, tu dois venir tout de suite. Oncle James dit des choses folles, que je suis quelqu'un d'autre. S'il te plaît, viens. » Martha arrive en moins de 20 minutes, trouvant Sophie recroquevillée sur le canapé du salon, des larmes coulant sur son visage. James est assis en face, l'air dévasté. « Sophie, ma puce, » dit Martha doucement en prenant l'enfant dans ses bras. « Que s'est-il passé ? Il pense que je suis sa fille qui est morte. Mais je ne suis pas morte. Je suis Sophie, et tu es ma grand-mère, et ma maman m'aimait même si elle a dû partir. » Martha regarde James par-dessus la tête de Sophie, et quelque chose passe entre eux, une reconnaissance de la vérité qui ne peut plus être évitée. « Sophie, » dit Martha avec précaution, « et si je te disais que parfois, les gens doivent prétendre être quelqu'un d'autre pour rester en sécurité ? Et si ta maman avait dû te donner un nouveau nom pour te protéger ?» Sophie se recule, cherchant le visage de Martha. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que tu es toujours la même précieuse petite fille que tu as toujours été. Mais ton histoire pourrait être plus grande que nous ne le pensions. » Pendant 3 jours, Sophie refuse de parler à James. Elle reste dans sa chambre, ne sortant que pour les repas, traitant des informations qui remettent en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Le 4e jour, elle l'appelle enfin. « Oncle James, si je suis vraiment Emily, si je suis vraiment ta fille. » Sa voix est petite mais déterminée. « Pourquoi ma maman s'est-elle enfuie ? Pourquoi avait-elle si peur de toi ? » La question transperce James comme une lame. Pourquoi Elizabeth avait-elle si peur ? Parce qu'elle pensait qu'il pourrait être celui qui essayait de tuer leur famille. Parce que dans ces moments terrifiants après l'accident, avec Emily en pleurs et des étrangers approchant, elle avait dû faire un choix impossible, sans temps pour vérifier à qui elle pouvait faire confiance. Mais expliquer cela à une fillette de 8 ans demande plus que des mots. Cela demande la preuve qu'il est digne de confiance. « Sophie, » dit James avec précaution lors de leur conversation téléphonique, « ta maman n'avait pas peur de moi. Elle avait peur pour toi. Parfois, quand les gens que nous aimons sont en danger, nous faisons des choix qui semblent mauvais, mais qui sont en réalité des actes d'amour. » Je ne comprends pas. Peut-être que je pourrais te montrer au lieu d'essayer d'expliquer. Me laisserais-tu visiter les endroits que tu aimes ? J'aimerais comprendre le monde dans lequel tu as vécu. Au cours des 2 semaines suivantes, James fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il explore Bridgeport, non pas comme un promoteur évaluant la valeur des propriétés, mais comme quelqu'un essayant de comprendre une communauté. Il commence à la bibliothèque publique de Bridgeport, où Madame Chen, la bibliothécaire âgée, lui dit que Sophie vient tous les mardis après l'école. « Cet enfant lit tout, » dit-elle fièrement. Des romans avancés, des encyclopédies scientifiques, de la poésie. La semaine dernière, elle m'a aidé à organiser la section jeunesse parce qu'elle sait où tout se trouve. James s'assoit dans le coin préféré de Sophie, entouré des livres qu'elle aime, essayant de voir le monde à travers ses yeux. La bibliothèque est usée mais accueillante, remplie de familles qui la traitent comme une seconde maison. Ensuite, il visite le Rosa's Café, où Sophie s'arrête apparemment pour un chocolat chaud les jours de pluie. Rosa, une femme robuste d'une 50aine d'années, reconnaît James grâce au reportage sur l'arrestation de Victor. « Vous êtes ce riche promoteur, » dit-elle, pas méchamment, mais avec lassitude. Sophie parle tout le temps de son oncle James. Elle dit que vous lui apprenez des choses sur Elizabeth. « Elizabeth était ma femme, » admet James. « Sophie est très spéciale pour moi. » Rosa l'étudie attentivement. Cette petite a plus de cœur dans son petit doigt que la plupart des adultes dans tout leur corps. Elle organise des fêtes d'anniversaire pour les enfants dont les familles n'en ont pas les moyens. Elle lit pour Monsieur Martinez quand ses yeux lui jouent des tours. Vous avez intérêt à être digne d'elle. L'avertissement est clair, et James respecte Rosa de protéger Sophie. Son arrêt le plus révélateur est Riverside Park, où Sophie joue tous les dimanches après-midi. James observe depuis un banc comment les enfants du quartier se rassemblent autour d'elle, attirés par son leadership naturel et sa gentillesse. Elle arbitre les disputes sur le terrain de jeu, inclut les enfants solitaires dans les jeux et partage ses collations avec quiconque semble avoir faim. C'est ce que sa fille est devenue, non pas malgré le fait d'avoir grandi dans une communauté en difficulté, mais grâce à elle. Martha et ce quartier ont élevé Emily pour qu'elle soit exactement la personne qu'Elizabeth rêvait qu'elle devienne. Quand Sophie accepte enfin de le revoir, c'est pour l'inviter au festival communautaire annuel de Bridgeport. C'est ce samedi, dit-elle lors d'une visite soigneusement supervisée en présence de Martha.
Nous collectons des fonds pour les familles qui ont besoin d'aide pour les courses et le loyer. J'ai pensé que tu aimerais peut-être voir comment nous prenons soin les uns des autres ici. James arrive au festival et trouve le système de sonorisation du centre communautaire complètement hors service. Sans qu'on le lui demande, il appelle son technicien audio et fait livrer du matériel professionnel en moins de 2 heures. Lorsque les organisateurs tentent de le remercier, il les écarte d'un geste de la main. Sophie m'a invité. C'est sa communauté. Au fil de la journée, James se trouve véritablement engagé, non pas comme un riche bienfaiteur condescendant à aider les pauvres, mais comme quelqu'un apprenant d'une communauté qui privilégie la connexion à la compétition. Il aide les résidents âgés à installer leur stand d'artisanat, écoute les adolescents parler de leurs rêves universitaires et arrange discrètement un financement anonyme pour réparer le toit qui fuit du centre communautaire. Mais le moment qui change tout arrive lorsque M. Martinez, l'homme âgé à qui Sophie fait la lecture, approche James pendant la soirée dansante. « Elle parle de vous, vous savez », dit-il dans un anglais accentué. « Dit que vous connaissiez sa maman, que vous lui apprenez la musique et les livres. Mais surtout, elle dit que vous l'écoutez comme si elle comptait. » James regarde Sophie danser avec d'autres enfants, son rire portant à travers la cour. Cette petite fille a traversé plus que n'importe quel enfant ne devrait, continue M. Martinez. Mais elle croit toujours en la bonté, fait toujours confiance aux gens pour être meilleurs qu'ils ne le sont. Ne lui prouvez pas le contraire. Alors que le festival touche à sa fin, Sophie s'approche de James, de la terre sur sa robe et de la joie dans les yeux. Merci d'être venu, oncle James. Et d'avoir réparé les haut-parleurs, et pour. Elle fait un geste vague vers l'événement réussi. Merci de m'avoir invité. J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi donc? Que ta maman avait raison sur ce qui compte le plus. Ce n'est pas combien d'argent tu as, ni la taille de ta maison. C'est comment tu traites les gens, et si tu rends le monde un peu meilleur. Sophie sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui adresse depuis qu'elle a appris la vérité. Ça ressemble à quelque chose qu'Elisabeth dirait, admet-elle. Peut-être que tu as vraiment connu ma maman, après tout. Octobre apporte à la fois une clôture et de nouveaux commencements alors que le procès de Victor Harrington domine les gros titres locaux. L'histoire de la famille séparée captive l'attention du public. Un homme d'affaires fortuné qui n'a jamais cessé de chercher, une mère courageuse qui a simulé sa mort pour protéger son enfant, et une fillette de 8 ans prise entre deux mondes. James est assis dans le couloir du palais de justice avec Sophie et Martha, attendant de témoigner. Les résultats ADN sont arrivés 3 jours plus tôt, imprimés en noir et blanc clinique. Probabilité de 99,97% que Sophie Ann Miller soit la fille biologique de James Reynolds. La science confirme ce que son cœur savait déjà, mais le voir officiellement documenté lui coupe encore le souffle. « Oncle James, » dit Sophie doucement, « es-tu nerveux à l'idée de parler au juge ? » « Un peu, » admet-il. « Mais je suis plus excité par ce qui va suivre. » Après des semaines de discussions avec des médiateurs du tribunal de la famille, ils sont parvenus à un arrangement sans précédent. James retrouvera la garde légale de sa fille, mais Martha restera tutrice conjointe. Sophie vivra principalement à Cedar Gardens mais passera les week-ends au manoir de James. Plus important encore, la décision appartiendra à Sophie à mesure qu'elle grandira. La juge Rebecca Henderson, une femme connue pour donner la priorité au bien-être des enfants plutôt qu'à la commodité juridique, les appelle dans son bureau pour une réunion privée. « Sophie, » dit gentiment la juge Henderson, « c'est une situation très inhabituelle. J'ai besoin de comprendre ce que tu veux, toi, pas ce que les adultes pensent être le mieux pour toi. » Sophie se redresse sur sa chaise, chaque centimètre d'elle reflétant l'enfant mature qu'elle a dû devenir. Je veux rester avec grand-mère Martha parce qu'elle m'a sauvée et m'a aimé quand j'avais peur. Mais je veux aussi connaître mon papa et apprendre des choses sur ma maman Elisabeth. Et si ton père veut être appelé papa au lieu d'oncle James? Sophie réfléchit attentivement. Je pense que ça me plairait. Mais pourrais-je toujours être Sophie? Je sais que j'étais Emily avant, mais Sophie, c'est qui je suis maintenant. La juge Henderson acquiesce avec approbation. Sophie, tu peux être qui tu choisis d'être. Les noms ne changent pas l'amour dans ton cœur. Les avocats de James ont préparé des documents complets assurant la sécurité financière de Martha à vie. Un fonds en fiducie pour Sophie couvrira l'université, les soins de santé et tous les besoins futurs. Plus important encore, des protections juridiques garantissent que Sophie ne pourra jamais être séparée de Martha contre sa volonté. Il y a encore une chose, dit Sophie alors qu'il se prépare à signer les papiers officiels.
Mon nouveau nom pourrait-il être Sophie Emily Miller Reynolds? Je veux garder toutes les parties de mon histoire. Les yeux de James s'emplissent de larmes. C'est parfait, ma puce. Absolument parfait. La cérémonie de signature a lieu dans le bureau de la juge Henderson, Martha tenant la main de Sophie et James se tenant à leur côté. Pour la première fois en 7 ans, James signe son nom en tant que père de quelqu'un. En quittant le palais de justice, les journalistes les assaillent, mais James protège Sophie des caméras. La petite fille qui nettoyait autrefois les pare-brises sous la pluie est maintenant au centre d'une sensation médiatique, mais sa sécurité et sa vie privée importent plus que n'importe quelle histoire. Papa, James, dit Sophie alors qu'il marche vers la voiture, testant le nouveau titre. Quand nous rentrerons à la maison, pourrons-nous mettre des photos de maman Elisabeth? Je crois que je suis prête à les voir maintenant. Nous mettrons des photos dans les 2 maisons, promet James. Et Martha, je veux que tu m'aides à les choisir. Tu as mieux connu Elisabeth que quiconque pendant ces dernières années. Ce soir-là, dans le calme de l'appartement 3B de Cedar Gardens, ils regardent ensemble des albums photos. Sophie étudie chaque image d'Elisabeth avec une curiosité intense, voyant enfin la mère dont elle se souvient à peine. On dirait qu'elle était heureuse, observe Sophie. Elle l'était, dit Martha doucement. Même quand elle avait peur, même quand tout était incertain, elle était heureuse parce qu'elle t'avait. Et maintenant, dit Sophie en attrapant les mains de James et de Martha, je vous ai tous les deux. Maman Elisabeth aimerait ça, n'est-ce pas? James serre sa petite main doucement. Je pense qu'elle serait fière de nous tous. Des flocons de neige de décembre poudrent les fenêtres d'Oak Elementary alors que les familles se rassemblent dans l'auditorium de l'école pour le concert de musique d'hiver. 6 mois se sont écoulés depuis cet après-midi pluvieux où James a entendu Sophie chanter pour la première fois à un feu de circulation, et ce soir marque une étape qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le programme liste 23 jeunes artistes, mais les yeux de James ne se concentrent que sur un seul nom, Sophie Emily Miller Reynolds, solo de piano, variation sur Sweet Little Dreamer. L'auditorium bourdonne d'une énergie inhabituelle. La nouvelle de l'extraordinaire réunion s'est répandue à la fois à Bridgeport et à Westlake Hills, et le public de ce soir reflète les 2 communautés. Rosa du café est assise à côté de Patricia, l'associée de James. Monsieur Martinez occupe un siège au premier rang à côté de Rebecca Winters, l'enquêtrice qui a aidé à reconstituer leur famille. Martha, radieuse dans une robe bleu marine que James lui a achetée pour l'occasion, lui serre la main pendant qu'ils attendent. Elle s'est entraînée pendant des semaines, murmure-t-elle. Madame Thompson dit qu'elle n'a jamais vu un enfant avec une compréhension aussi naturelle de l'émotion musicale. En coulisses, Sophie ajuste la robe vert émeraude qui était la couleur préférée d'Elisabeth, un choix conscient que James avait suggéré et qu'elle avait embrassé avec enthousiasme. Autour de son cou pend le petit médaillon en argent qu'il lui a offert la semaine dernière. À l'intérieur, de minuscules photos d'Elisabeth et de Martha, les 2 mères qui ont façonné sa vie. Madame Thompson trouve Sophie dans les coulisses, lissant nerveusement ses cheveux. Souviens-toi, ma puce, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de partager ton cœur à travers la musique. Je sais, dit Sophie, sa voix assurée malgré ses nerfs. Je joue ça pour eux. Pour eux tous. Quand son nom est annoncé, Sophie se dirige vers le piano avec la confiance tranquille d'un enfant qui a appris à être courageux. Le public se tait alors qu'elle ajuste le banc et pose ses mains sur les touches. Les premières notes de Sweet Little Dreamer remplissent l'auditorium, mais ce n'est pas la simple berceuse qu'Elisabeth fredonnait autrefois. Sophie l'a transformée en quelque chose d'entièrement nouveau, un voyage musical qui commence par la mélodie originale envoûtante, puis évolue à travers des variations qui racontent une histoire. La première variation est douce et interrogative, comme un enfant essayant de se souvenir de quelque chose de précieux. La seconde se construit avec désir et perte, des tonalités mineures qui parlent de séparation et de peur. Mais la troisième variation s'épanouit avec espoir, des accords majeurs qui montent vers la résolution et la réunion. Dans le public, James serre la main de Martha alors que des larmes coulent sur son visage. Chaque note porte le poids de leur voyage, le sacrifice d'Elisabeth, la résilience de Sophie, sa propre longue quête de sens après la perte. La variation finale tisse tous les thèmes ensemble, se terminant non pas par la berceuse originale, mais par quelque chose d'entièrement nouveau, une mélodie qui appartient à Sophie Emily Miller Reynolds, une chanson née de son expérience unique d'avoir été aimée par 3 parents à travers 2 vies. Alors que la dernière note s'estompe, le silence retient l'auditorium un instant avant d'exploser en applaudissements tonitruants. Sophie se lève et fait la révérence,
puis se dirige vers le microphone que Madame Thompson a placé à côté du piano. « Je veux dédier cette performance à 3 personnes, dit-elle, sa voix claire portant jusqu'au moindre recoin de la salle. À ma maman Elisabeth, qui m'a gardé en sécurité même quand je ne pouvais pas comprendre pourquoi. À ma grand-mère Martha, qui m'a donné un foyer et m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de choix, d'amour et de ne jamais abandonner les autres. » Elle s'interrompt, trouvant James dans le public, et ses mots suivants lui brisent le cœur de la plus belle des manières. Et à mon papa James, qui n'a jamais cessé de me chercher, même quand tout le monde lui disait que j'étais parti pour toujours. Les applaudissements sont assourdissants, mais James les entend à peine. Il ne voit que sa fille, non pas le bébé qu'il a perdu il y a 7 ans, mais la jeune femme remarquable qu'elle devient. À côté de lui, Martha essuie ses yeux et rit à travers ses larmes. « Regarde-la, murmure Martha. Elle n'est plus seulement Emily, et elle n'est plus seulement Sophie. Elle est exactement qui elle est censée être. » Après le concert, ils sont entourés de sympathisants des 2 communautés. Sophie se déplace entre les groupes avec une grâce aisée, présentant ses voisins de Bridgeport aux collègues de son père, construisant des ponts que James n'aurait jamais imaginé possibles. Rosa s'approche de James, les larmes aux yeux. « Tu as bien fait, Mio. Tu l'as laissée rester elle-même tout en l'aidant à grandir. » Alors qu'ils rentrent chez eux dans la soirée enneigée, Sophie bavarde avec enthousiasme à propos de la performance, mais James se surprend à penser à Elisabeth. D'une manière ou d'une autre, leur famille brisée s'est reconstituée en quelque chose de différent, mais d'également beau. Non pas la famille nucléaire dont il avait initialement rêvé, mais une famille choisie, liée par l'amour, la perte et le courage d'espérer à nouveau. « Papa James, » dit Sophie alors qu'ils arrivent à Cedar Gardens, « penses-tu que maman Elisabeth a entendu mon concert ce soir ?» James regarde cet enfant extraordinaire qui porte ses gènes, le cœur d'Elisabeth et la force de Martha, qui lui a appris que l'amour se multiplie plutôt qu'il ne se divise. « Je pense qu'elle a entendu chaque note, ma puce. Et je pense qu'elle est fière de nous tous. » Le 15 février 2026 se lève, froid et gris, marquant 4 ans depuis la mort d'Elisabeth et 8 mois depuis que Sophie a appris la vérité sur son identité. L'importance de la date pèse lourdement sur eux 3 alors qu'ils se préparent pour leur première visite ensemble au mémorial d'Elisabeth. James avait commandé un petit banc de granit à Riverside Memorial Gardens, positionné sous un chêne avec une plaque de laiton indiquant « Elizabeth Ann Reynolds, épouse et mère bien-aimée, son amour perdure ». Il s'y était rendu seul pendant des années, mais aujourd'hui, Sophie a insisté pour qu'ils y aillent en famille. Martha emmitoufle Sophie dans son manteau le plus chaud pendant que James charge la voiture de Marguerite Blanche, les fleurs préférées d'Elisabeth. Le trajet est silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées sur la femme qui les a réunis par son sacrifice. Sur le site du mémorial, Sophie porte un petit carnet dans lequel elle écrit depuis des semaines. « J'ai écrit des lettres à maman Elisabeth », a-t-elle expliqué doucement. Madame Thompson a dit que parfois, ça aide de parler aux gens qui nous manquent, même s'ils ne peuvent pas répondre. Ils arrangent les fleurs autour du banc et Sophie s'agenouille pour placer ses lettres à côté de la plaque. James entrevoit sa cursive soignée, « Chère maman, j'ai appris à jouer du piano, et j'ai un papa maintenant, mais tu me manques toujours. » « Elle nous a tous sauvés, tu sais, » dit Martha doucement en s'asseyant sur le banc. « Pas seulement toi et Sophie de cet accident de voiture, mais moi aussi. Avant que Sophie n'entre dans ma vie, j'étais juste une vieille infirmière solitaire qui comptait ses jours. Elle m'a donné un but. » James s'assoit à côté de Martha, regardant Sophie tracer le nom d'Elisabeth avec son doigt. « J'ai passé tellement d'années en colère contre elle pour être partie, même si je savais que ce n'était pas son choix. Je comprends maintenant. Elle ne nous a pas quittés. Elle est juste partie en avant pour s'assurer que nous nous retrouverions quand nous serions prêts. » Sophie lève les yeux de ses lettres. « Papa James, penses-tu qu'elle savait que nous serions une famille comme ça? Avec grand-mère Martha et ta grande maison et mes amis d'école, tous mélangés? Je pense que ta maman était assez intelligente pour savoir que l'amour ne suit pas de règles, répond James. Elle savait que si nous nous retrouvions, nous trouverions un moyen de faire fonctionner les choses. Leur moment de paix est interrompu par le téléphone de James qui vibre. Le nom du procureur de district Mark Sinclair apparaît à l'écran. James, je voulais que vous entendiez cela directement. Le jury vient de rendre son verdict. Victor Harrington, coupable de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre, détournement de fonds, fraude. Le juge Morrison l'a condamné à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots submergent James sans la satisfaction à laquelle il s'attendait. Merci, Mark.
Justice pour Elisabeth et Emily, pour Sophie. Après avoir raccroché, Martha étudie son visage. Tu n'as pas l'air heureux. Je pensais que je me sentirais plus résolu. Mais rien ne peut ramener les 7 années que nous avons perdues. Rien ne peut annuler la peur avec laquelle Elisabeth a vécu ces 4 dernières années. Sophie abandonne ses lettres et grimpe sur le banc entre eux. Papa James, es-tu triste que le méchant Tom aille en prison? Pas triste, exactement. Je suis content qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Être en colère contre Victor ne ramènera pas maman Elisabeth, ni ne nous donnera plus de temps avec elle. Tout ce que ça fait, c'est rétrécir mon cœur. Sophie réfléchit à cela avec la sagesse d'un enfant qui en a trop appris sur la perte. Grand-mère Martha dit que le pardon, ce n'est pas pour que les méchants se sentent mieux. C'est pour faire de la place dans ton cœur pour les bonnes choses. Martha acquiesce avec approbation. Parfois, la chose la plus intelligente que j'ai jamais dite est répétée par une fillette de 8 ans. Il reste assis dans un silence confortable alors que les ombres de l'après-midi s'allongent sur le jardin du mémorial. D'autres visiteurs vont et viennent, des couples âgés, de jeunes familles, des personnes seules en deuil portant leur propre fardeau de chagrin et d'amour. J'ai une idée, dit Sophie soudainement. Et si nous venions ici chaque année ce jour-là, mais au lieu d'être tristes, nous racontions des histoires sur toutes les bonnes choses qui sont arrivées grâce à l'amour de maman Elisabeth? James sent quelque chose changer en lui. Non pas l'absence de chagrin, mais un chagrin transformé en gratitude. J'aimerais beaucoup ça. Alors qu'il se prépare à partir, Sophie rassemble ses lettres et les glisse dans la poche de son manteau. J'ai changé d'avis sur le fait de les laisser ici. Je crois que je veux les garder pour me souvenir de ce que je voulais lui dire. Mais peut-être que l'année prochaine, j'en écrirai de nouvelles sur toutes les bonnes choses qui sont arrivées. En retournant à la voiture, Martha prend le bras de James et de Sophie. Vous savez ce qu'Elisabeth dirait si elle pouvait nous voir maintenant? Quoi? Demande Sophie. Elle dirait que nous sommes exactement la famille qu'elle priait que nous devenions. Pas parfaits, mais parfaits l'un pour l'autre. En s'éloignant du mémorial, James croise le regard de Sophie dans le rétroviseur. Elle regarde en arrière vers le chêne, non pas avec tristesse, mais avec l'expression de quelqu'un qui a fait la paix avec le passé et est prêt à embrasser l'avenir. Le chapitre juridique de leur histoire s'est clos avec la condamnation de Victor, mais la véritable histoire, celle de l'amour qui triomphe de la perte, ne fait que commencer. Le 1er juin 2026. Exactement un an depuis cet après-midi pluvieux où le destin a réuni James et Sophie à un feu rouge sur la 4e rue. La date n'échappe à aucun d'eux alors qu'ils préparent la célébration du 9e anniversaire de Sophie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tristesse dans le souvenir, seulement l'émerveillement devant le chemin parcouru ensemble. Le manoir Reynolds a été transformé au-delà de toute reconnaissance. Fini les murs blancs stériles et les meubles formels qui parlaient de richesse sans chaleur. À leur place, des couleurs vives choisies par Sophie égayent chaque pièce. L'aile abrite désormais un véritable studio de musique où Sophie compose quotidiennement, et le jardin fleurit des herbes médicinales et des légumes de Martha qu'elle partage avec tout le voisinage. James observe depuis la fenêtre de la cuisine Sophie et Martha accrocher des guirlandes dans le jardin, se préparant pour une fête qui accueillera une liste d'invités sans précédent. Les enfants d'Oak Ridge Elementary joueront aux côtés des fils et filles des associés de James. Rosa apporte des tamales faits maison pour compléter le barbecue traiteur. Monsieur Martinez est assis à l'ombre, accordant sa guitare pour l'animation de la soirée. Nerveux pour ce soir? Demande Rebecca Winters en rejoignant James à la fenêtre. L'enquêtrice est devenue une amie de la famille inattendue, se joignant souvent à eux pour les dîners du dimanche. Excité, corrige James. Il y a un an, je pensais que ma vie consistait à construire des immeubles et à gagner de l'argent. Maintenant, j'organise une fête d'anniversaire pour ma fille, qui m'apprend que la maison n'est pas un lieu, ce sont les gens qui choisissent de vous aimer. L'après-midi se déroule avec la joie chaotique que seules les fêtes d'enfants peuvent procurer. Sophie se déplace sans effort entre ses amis d'école de Bridgeport et les enfants plus privilégiés de Westlake Hills, son leadership naturel aidant chacun à se sentir inclus. James se retrouve en conversation profonde avec des parents des deux communautés, découvrant des points communs qu'il n'aurait jamais soupçonnés. Mais le clou de la soirée arrive lorsque Sophie prend place au piano qui trône désormais sur la terrasse arrière du manoir. Les conversations s'apaisent progressivement alors qu'elle ajuste le banc, ses doigts trouvant les touches avec une assurance rodée. Avant de jouer ma chanson d'anniversaire, annonce-t-elle à la foule rassemblée, je veux vous raconter une histoire. Il y a un an,
je nettoyais les vitres des voitures pour aider à payer les médicaments de ma grand-mère. J'avais peur, j'étais seul et en colère que la vie soit si dure. Mais ensuite, j'ai rencontré mon papa, James, et tout a changé. Non pas parce qu'il avait de l'argent pour régler nos problèmes, mais parce qu'il avait de la place dans son cœur pour nous aimer. Elle jette un regard à Martha, radieuse au premier rang, puis à James, qui se tient à côté du piano, les larmes déjà menaçantes. Cette chanson s'appelle Trouver un foyer, et elle parle d'apprendre que la famille, ce ne sont pas seulement les gens avec qui on est. Ce sont les gens qui choisissent de rester quand les choses deviennent difficiles, qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même, et qui vous aiment assez pour vous laisser continuer à grandir. Les premières notes sont différentes de tout ce que Sophie a joué auparavant. Non pas une variation sur la berceuse d'Elisabeth, mais une composition entièrement originale qui tisse ensemble les thèmes de son parcours. La mélodie commence timidement, comme un enfant seul sous la pluie, puis se renforce à mesure que de nouvelles voix se joignent en harmonie. Il y a des échos de Sweet Little Dreamer disséminés partout, mais ils sont transformés en quelque chose qui appartient entièrement à Sophie Emily Miller Reynolds. La musique raconte l'histoire de la perte et de la peur, cédant la place à l'espoir et à la guérison, de trois personnes seules découvrant qu'elles pouvaient devenir une famille plus forte que n'importe quelle structure traditionnelle. Alors que les dernières notes s'évanouissent dans la soirée d'été, Sophie se lève et s'adresse à son public avec l'aplomb de quelqu'un de bien plus âgé que 9 ans. Certaines personnes pensent que j'ai perdu ma famille 2 fois. Une fois quand ma maman Elisabeth est morte dans cet accident de voiture, et une autre fois quand j'ai appris que toute ma vie était différente de ce que je pensais. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien perdu. J'ai gagné une famille plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Elle fait un geste pour englober non seulement James et Martha, mais toute l'assemblée d'amis des deux côtés de sa vie. Ma maman Elisabeth a tout sacrifié pour me garder en sécurité jusqu'à ce que mon papa puisse me trouver. Grand-mère Martha m'a donné un foyer quand je n'avais nulle part où aller. Papa James n'a jamais cessé de croire que j'étais quelque part. Et vous tous, mes professeurs, mes amis, mes voisins des deux communautés, vous m'avez montré que l'amour ne divise pas, il multiplie. Les applaudissements sont tonitruants, mais James les entend à peine. Il regarde le portrait d'Elisabeth qui trône désormais en bonne place dans le salon, visible à travers les portes de la terrasse. Dans la lumière déclinante, il pourrait jurer la voir sourire. Plus tard, après le départ des invités et que Sophie s'est endormie dans sa chambre, entourée de cadeaux d'anniversaire de deux communautés qui ont appris à se mélanger, James et Martha sont assis sur la terrasse, partageant un verre de vin tranquille. « Tu sais quelle est la partie la plus incroyable ?» dit Martha en regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. « Qu'est-ce donc ?» Le plan d'Elisabeth a fonctionné parfaitement. Elle voulait que Sophie grandisse en sachant qu'elle était aimée, qu'elle ait des opportunités de développer ses dons, et qu'elle apprenne que la famille existe sous toutes sortes de formes. Mission accomplie. James lève son verre en un toast à la femme dont le sacrifice a rendu ce moment possible. À Elisabeth, qui savait que parfois, le chemin le plus long pour rentrer chez soi est le seul qui compte. Dans sa chambre, Sophie Emily Miller Reynolds dort paisiblement, son carnet de composition ouvert à côté d'elle sur une page qui dit « Chère maman Elisabeth, je comprends enfin ce que tu voulais dire quand tu disais que l'amour est la seule chose qui grandit quand on le partage. Merci d'avoir partagé le tien avec nous tous. » Dehors, les étoiles brillaient sur une famille qui défiait toutes les définitions conventionnelles, mais qui avait découvert quelque chose de bien plus précieux que la perfection. Ils avaient retrouvé le chemin de leur foyer, les uns vers les autres, exactement comme Elisabeth l'avait toujours su.